Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui sont en train de se connecter, j'en profite. Normalement, vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de les ouvrir, bien sûr. Là, pour la partie test, ce que je vous propose, c'est soit de me faire, normalement, au travers d'un pouce ou dans le fil de discussion, m'indiquer, alors non, bascule pas tout de suite, Jules, de m'indiquer si vous voyez bien l'écran et si vous m'entendez correctement. Ok, parfait. Euh, donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre encore 5 petites minutes, le temps que tous nos intervenants arrivent et que les participants qui se sont positionnés sur ce webinaire nous rejoignent. Donc, voilà. Et bien sûr, je rappelle, si vous avez une question à poser lors de ce Dites-nous tout, vous avez la possibilité de le faire dans le fil de discussion, mais aussi de lever la main et de le faire au micro si on a la possibilité. Toujours pas, je vais trop vite, je gagne un petit peu de temps, le temps que nos intervenants arrivent. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre à 5 en espérant que tout le monde se connecte. Ça peut aussi parfois le freiner. Bonjour. Alors, je vois que Constance vient de se connecter. Je ne vous vends pas l'une. Ah, le micro est ouvert, Constance. Apparemment, parce qu'on est allé voir l'ARS. L'ARS, c'est... Hop, je vais couper le micro en attendant. Je vais essayer d'âme, je ne sais plus comment. C'est Pierre qui l'a. Alors, du coup, j'en profite. Il y en a certains de nos intervenants qui viennent de finir de se joindre à nous. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Donc, si vous pouvez garder vos micros coupés le temps du webinaire et ouvrir simplement quand vous souhaitez ouvrir, justement poser une question à nos intervenants, levez la main et on vous laissera la parole, bien sûr. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Ah, je crois qu'il s'est lancé déjà. Donc, parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc, dans cette session de Dites-nous tout. La dernière sous un format de 1h30, comme on pourra le voir sur le déroulé. Donc, voilà. Et puis, je tiens à rappeler que ce mois-ci, c'est le mois d'octobre avec deux initiatives où justement on va faire un petit clin d'œil sur le cybermois et sur mon espace santé et bien sûr sur Octobre Rose et sur un aspect plutôt orienté prévention. Donc, sur la diapo suivante, nous allons avoir les règles de bonne pratique en termes justement de session de webinaire. Donc, vos caméras
et vos micros sont coupés durant justement toute la session du webinaire. Lorsque vous souhaiterez poser une question, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous levez la main et on vous permettra justement à tour de rôle de poser vos questions et ainsi d'interagir avec les différents intervenants. Ou sinon, vous pouvez aussi tout le long de la session poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, comme je l'ai indiqué juste avant, c'est le dernier format d'1h30 puisque il y avait une dernière demi-heure qui était réservée dans le cadre de l'expérimentation qui est en train de se finir dans le médico-social pour justement aborder avec les structures du médico-social les derniers aspects concernant cette expérimentation. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus invité au Dites-nous tout. Au contraire, je vous invite toujours à rejoindre la première partie qui était vraiment orientée sur le déploiement de mon espace santé avec des aspects qui sont les chiffres clés du déploiement, mais aussi les évolutions de produits. On aura bien sûr à chaque fois aussi une thématique qui sera mise à l'honneur. Et comme vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler prévention. Et puisque l'idée aussi, c'est de partager des témoignages, nous avons aussi avec nous un professionnel de santé qui va aborder la mise en place des usages associés à mon espace santé. Et bien sûr, un temps consacré aux questions-réponses lors de cette session. Donc, j'ai déjà abordé l'ordre du jour et ce que je propose, c'est que Séverine prenne la main côté assurance maladie pour nous présenter justement les chiffres clés du mois. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, point rapide sur les chiffres MES. Celui qu'on va retenir, qui est le palier qu'on a franchi la semaine dernière, ce sont les 15 millions d'activations sur MES. Donc, une belle étape de franchie. Et comme on peut le voir sur la courbe, là, sur la droite, entre août et septembre, on voit bien, on a une belle évolution. Et à contrario, on a une baisse, donc ce qui est plutôt positif, une baisse des MES opposés. Alors attention, comme à chaque fois, sur les chiffres présentés à gauche, il y a les MES opposés fermés, mais il y a aussi ceux des personnes décédées. Donc, alors, sachant que cette courbe, pour rappel, devrait probablement se poursuivre, puisqu'actuellement, il y a une campagne de notification par mail qui est envoyée à destination de tous les usagers qui n'ont pas activé leur MES. Donc, cette campagne va se poursuivre. Alors, elle a débuté fin septembre, elle devrait se poursuivre jusqu'en février. Et donc, on devrait connaître une croissance continue, en tout cas sur les mois à venir. Sur la slide suivante, alors on est sur les alimentations par les usagers. Donc là, on est à 2,9 millions de MES qui sont alimentés pour environ 6 millions de documents qui sont déposés par les usagers. En tête, sur le podium, on a donc l'enregistrement de la synthèse du profil médical. C'est ce que les usagers alimentent le plus, à hauteur de 25%, en tout cas aujourd'hui. Et puis, suivi des différents certificats qu'ils peuvent déposer sur le MES. Et enfin, les directives anticipées qui sont aussi de plus en plus complétées par les usagers. Donc, ce qui est plutôt bien, ça rejoint la thématique de Dites-nous tout où on parle de prévention. C'est aussi les volontés de droit du patient. Et puis, alors, ce trio de consultation des documents, c'est aussi... c'est vraiment là où on voit. Alors, on voit quand même que le profil médical, on est à 25%, quand sur les certificats, on est à 14%. Alors, c'est lié au fait qu'on a aussi simplifié sur le MES l'enregistrement de cette synthèse médicale, parce que, souvenez-vous, au départ, donc, il faut la compléter, mais pour qu'elle entre dans les documents, il faut que l'usager pense à l'enregistrer. Il y a une simplification qui a été faite sur cette manipulation, donc c'est ce qui permet aussi d'augmenter et d'avoir un bon taux, en tout cas, de dépôt d'alimentation sur ce document-là. Si on passe à la slide suivante, et là, on est sur les consultations par les usagers. On est toujours en tête, les documents les plus consultés, c'est les comptes rendus de biologie, suivi des prescriptions, enfin les comptes rendus d'imagerie. Alors, ce qui est cohérent, puisque c'est aussi le top 3 des documents les plus alimentés par les PS, vous le verrez sur la slide suivante.
On est à plus de 10 millions de messes consultées et en quantité de documents, on est à peine 30 millions. On est à 29,4. Et puis, si on regarde un petit peu plus en détail et de manière schématique le tableau à droite, on voit qu'on a une belle progression là aussi entre août et septembre. Donc cette progression, alors là encore, plus on aura de messes alimentées, plus on aura de messes consultées. Hein. Cette logique, elle évolue avec en effet la hausse des alimentations par les professionnels de santé qui se poursuit, ce qu'on verra sur la slide suivante. Étant donné que l'usager reçoit une notification quand il y a un document alimenté, ça l'incite à aller également consulter sur son espace santé. Et donc, si on regarde la dernière slide, qui du coup concerne là, cette fois-ci, les alimentations par les professionnels de santé. Alors, comme je le disais, on est vraiment en miroir de la consultation des usagers en termes de typologie de documents, puisque les documents les plus alimentés sont les comptes rendus d'examen de biologie, suivis des prescriptions de médicaments et enfin les comptes rendus d'imagerie médicale. Alors, en termes d'acteurs, on est sur les professionnels de santé libéraux, qui sont toujours en tête de ce classement, suivis des établissements et enfin des laboratoires de biologie médicale. Sur la droite, donc on voit globalement que toutes les courbes et tous les graphiques évoluent à la hausse. Alors, sauf celle des officines, ce qui s'explique par l'alimentation plutôt saisonnière qui est en lien avec les campagnes de vaccination, notamment, hein, on le voit sur octobre, novembre, décembre, janvier 2023 et 2024, où là, on a des hausses. Ça baisse sur le reste de l'année et ça va repartir à la hausse avec les campagnes là, qui arrivent, notamment sur la grippe en fin d'année. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les chiffres aujourd'hui. Comme je le disais, le chiffre qu'on a envie de retenir, c'est bien ce palier des 15 millions d'activation qui a été franchi tout dernièrement. J'en profite, on a une question, mais je ne sais pas si tu pourras donner des éléments. C'est une question sur les évolutions, en tout cas amélioration de la partie web ou application de mon espace santé, notamment sur des questions autour de l'accessibilité pour les malvoyants ou les non-voyants, par exemple. Si tu pouvais juste rappeler ce qui est déjà disponible, parce que déjà, il y a une partie qui est déjà accessible pour certaines personnes qui sont en situation de handicap. Je pense notamment à la possibilité de faire appel à un visio-conseiller. Oui, en effet, techniquement, je ne suis pas très au point là-dessus, mais en effet, il y a déjà des choses qui existent. Alors, sur la version web, sur la version mobile, alors si Yesa, tu as l'info, n'hésite pas à compléter. Mais pour compléter en tout cas la question, on va se renseigner, puis on va essayer de vous apporter la réponse courant du Dites-nous tout. On va se rapprocher de l'équipe MES pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Parce qu'en effet, il existe déjà, il y a des travaux qui avaient été initiés en tout cas. Alors, pour moi, au moins sur la version web, mais je suis un peu plus sceptique sur la version appli. Donc, on va essayer de récupérer l'information et puis vous la transmettre au courant du Dites-nous tout. Et du coup, j'en profite justement pour tout ce qui est question en lien avec mon espace santé. Alors, c'est plutôt sur la version web pour le moment. Il y a dans la partie en cas de besoin, la possibilité de contacter quelqu'un. Donc, avec 3 possibilités dans des situations où on est plutôt en malentendant, soit de faire un appel via un interprète, donc là avec langage des signes, soit via un transcripteur, soit via un codeur. Donc, vous avez les 3 options qui sont pour le moment disponibles. Voilà, depuis la plateforme web. Et sur la partie mobile, comme disait Séverine, on reviendra vers vous dès qu'on aura plus de visibilité et la possibilité de répondre à cette question. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions d'aspect technique parfois un peu pointus, n'hésitez pas à nous les transmettre en amont. Il y a un formulaire qui est disponible lorsque vous vous inscrivez. Qui est expliqué sur la page d'accueil. N'hésitez pas à nous remonter toutes vos questions via ce formulaire. Je vais vous le remettre dans le fil de discussion. Et en attendant, je propose à Marianne qui s'est connectée et ainsi qu'à Lucie
de parler de mon espace santé et prévention. Et puisque ça tombe bien, puisqu'on est sur le mois Octobre Rose. Donc justement, je te laisse, Marianne, peut-être parler sur la prévention personnalisée et puis d'enchaîner sur les directives anticipées et tous les autres sujets que tu vas aborder. Merci Nelsa. Oui, effectivement, on va commencer par la prévention personnalisée. Comme vous le savez, mon espace santé permet de réaliser des actions de prise en charge médicale, mais jusqu'à présent, il proposait un petit volet de prévention avec des messages un petit peu type qui étaient mis dans la partie à la une, donc quand vous vous connectez et que vous êtes utilisateur, côté patient, et il n'y avait pas plus de personnalisation que ça. Il y a eu un décret qui a été pris en ce sens en mai 2024, qu'on a donc appelé entre nous le décret prévention, qui permet de mettre en place de la prévention personnalisée. C'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir des messages de prévention et des contenus de prévention ciblés en fonction du profil de l'utilisateur, son sexe, son âge, mais aussi des documents qui sont contenus dans mon espace santé, qui pourraient alimenter du coup un certain nombre de critères qui permettraient de prioriser une information de prévention à destination du patient. Cette prévention personnalisée, elle va être mise en place sur un mécanisme d'opt-out, c'est-à-dire qu'elle sera proposée par défaut à l'ensemble des patients de mon espace santé. Il y aura possibilité dans le centre de gestion de notification de retirer le consentement à cette prévention personnalisée. Aujourd'hui, on a 2 leviers principaux qui sont identifiés pour pouvoir la mettre en œuvre concrètement, cette prévention personnalisée. La première, c'est intégrer des auto-questionnaires dans mon espace santé pour préparer la politique publique dont vous avez certainement entendu parler, qui est mon bilan de prévention, qu'on va détailler juste après. Et la deuxième modalité très concrète qu'on a, c'est la possibilité donc de pousser des contenus de prévention qui sont personnalisés en fonction des données contenues dans mon espace santé. Le corollaire, c'est que côté droit du patient, on a un bloc un peu transparence qui est mis en place, donc il va avoir accès sur des contenus qui lui seront poussés, la possibilité de voir les raisons pour lesquelles on lui affiche ce message, donc quels critères en fait ont mené au ciblage et à l'envoi de cette notification. Et l'autre volet transparence, c'est là lié plutôt au secret des correspondances, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prévention personnalisée sur les messages qui sont envoyés dans la messagerie sécurisée. Concrètement, on ne pourra pas nourrir l'algorithme qui permet la prévention personnalisée par les messages envoyés avec le professionnel. Aujourd'hui, c'est un statut qui nous rend ça hors champ, c'est dû au secret des correspondances. Ensuite, sur la slide suivante, on va pouvoir revenir davantage sur ce qu'est mon bilan prévention. Donc, mon bilan prévention, c'est une politique publique plus large que mon espace santé, mais mon espace santé s'est intégré très naturellement dans ce parcours pour proposer sa plus-value. Donc, mon bilan prévention, c'est des gros rendez-vous de prévention qui sont proposés à 4 âges clés de la vie. Donc, vous les avez écrits ici, 18, 25, 45, 50, 60, 65, 70, 75. Au moment de ces 4 âges clés de la vie, vous êtes invité par l'assurance maladie à rencontrer un professionnel de santé pour faire un bilan sur où vous en êtes sur votre santé. Ce bilan, il dure environ une trentaine de minutes ou 45 minutes et il peut être réalisé par des médecins, des pharmaciens, des IDE ou des sages-femmes. Il y a plusieurs thématiques qui sont préconisées pour pouvoir conduire ces entretiens d'une manière qui soit la plus efficace possible. Sur la slide suivante, on va revenir un peu plus en détail sur le parcours. Donc, vous avez un temps amont et un temps aval. Je pense que c'est possible de cliquer davantage pour que tout s'affiche. Donc, sur le temps amont, vous prenez connaissance de la campagne de prévention relative à mon bilan de prévention. Vous recevez donc cette fameuse invitation. À partir de là, vous pouvez renseigner pour préparer la consultation, ce qu'on appelle un auto-questionnaire. Donc, vous avez un questionnaire qui s'affiche dans mon espace santé. Vous répondez à un certain nombre de questions sur vos habitudes de vie, sur votre alimentation, vos antécédents médicaux. Ensuite, vous êtes incité à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, parmi les 4 que j'ai cités juste avant. Vous pouvez réaliser votre rendez-vous de prévention sur la base du questionnaire que vous avez rempli au préalable. Et à l'issue de ce rendez-vous de prévention, on vous fournit un plan personnalisé de prévention qui vous aide à changer vos habitudes ou en tout cas à orienter davantage vos habitudes de vie. Ensuite, sur la slide suivante,
Ouais, voilà, c'est bon. Et en fait, toute cette partie, désolée, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière? Sur toute cette partie sur mon bilan prévention, ce qui est entouré avec le petit carré là en pointillé, c'est tout ce qui peut se passer via mon espace santé. Donc, vous pouvez remplir l'auto-questionnaire sur mon espace santé, un équivalent existe en version papier. Vous pouvez identifier le professionnel de santé dans mon espace santé pour pouvoir ensuite prendre rendez-vous avec lui. Vous avez ensuite les documents qui sont mis dans mon espace santé pour pouvoir suivre le plan personnalisé de soins qui vous est donné. Donc nous, on pense que c'est aussi un levier d'usage auprès des patients. Donc on vous invite à le mettre un petit peu en valeur, ce dispositif. Pour information, c'est un élément qui est déjà présent dans mon espace santé pour lequel il y a eu une communication, mais plutôt à bas bruit, et qui est très bien saisi aujourd'hui par les usagers. En fait, ce format questionnaire fonctionne vraiment bien, il est bien pris en main et bien compris. Donc, c'est un petit levier qui peut aussi vous aider pour déclencher de l'usage. Voilà pour la partie donc prévention. Donc, vous voyez que là, on vous a donné 2-3 petits éléments, mais c'est vraiment un chantier prioritaire de développement de mon espace santé. Donc, il y a cette partie, mon bilan prévention, mais il y a une partie sur laquelle, pour l'instant, on n'est pas assez mûr pour vous donner à voir, mais il va y avoir donc ces contenus adaptés en fonction du profil de la personne qui lui seront proposés. Donc, ça pourra être, par exemple, je suis une femme qui a eu 50 ans, diabétique. On va m'encourager à aller rencontrer mon diabétologue une fois par an pour pouvoir faire le bilan. Voilà. Ensuite, nous avons une autre partie qui concerne là toujours le volet plus usager. Qui est relatif aux malades chroniques. Donc, vous le savez, il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées depuis 2 ans, mais plutôt à destination des professionnels de santé et des établissements. Et il n'y a pas encore eu d'expérimentation à destination des patients. Aujourd'hui, on arrive à un stade de maturité de mon espace santé où il y a un document sur 2 qui est présent dans les espaces de l'ensemble des personnes qui ont qui ont mon espace santé. Donc, on trouvait qu'on pouvait commencer à aller évaluer un petit peu eux aussi leur prise en main. On a donc conclu une partie expérimentation sur une faible cohorte pour l'instant auprès des patients atteints de pathologies chroniques qui sont le diabète, Parkinson et l'insuffisance rénale auprès de 3 régions, la Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et l'Occitanie. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'identifier ce qui permet au patient, dans le cadre de son parcours d'une personne atteinte de pathologie chronique, qu'est-ce qui est facilitant et ce qui l'est moins, et de pouvoir ainsi mettre en valeur des fonctionnalités de mon espace santé. L'autre objectif, c'est de pouvoir adapter notre discours et nos outils de communication et de sensibilisation à destination des patients chroniques. Ça reste aujourd'hui la cible principale en matière d'usagers côté patient, parce que ce sont des consommateurs de soins qui sont réguliers. Donc, on souhaiterait pouvoir avoir un adressage qui leur soit le plus à propos possible. Cette expérimentation, elle a été lancée le 3 octobre, donc il y a une dizaine de jours, et elle va durer jusqu'à mars 25 pour avoir une restitution qui sera publique donc fin mars ou début avril. On vous communiquera aussi la date, on vous invitera bien évidemment à participer. Et sur la slide suivante, l'objectif, c'est vraiment au cours de cette restitution de pouvoir donner la parole aux associations. Donc là, on a tenu à vous présenter un petit peu les organisateurs de cette expérimentation. Elle est vraiment pensée main dans la main avec les associations de patients des pathologies concernées. Donc vous avez donc France Parkinson, France Rein, la Fédération française des diabétiques et Rénalou qui concerne là aussi l'insuffisance rénale. Ces associations de patients, ils ont beaucoup travaillé avec nous sur les outils qu'on allait mettre en place sur les questionnaires de suivi à destination des patients qui sont suivis dans le cadre de l'expérimentation. Ils ont aussi beaucoup participé au recrutement et ils attendent vraiment de pouvoir se saisir des résultats pour pouvoir proposer des évolutions et des améliorations de mon espace santé pour que les usages soient le plus pertinents possible pour les patients atteints de ces pathologies chroniques. De la même façon, on a voulu vraiment associer au maximum les régions
dans cette expérimentation. Peut-être à l'inverse de ce qui a pu se faire sur les expérimentations côté établissement, on a souhaité des expérimentations avec des référents régionaux qui soient en première ligne, c'est-à-dire que le national s'efface par rapport aux 3 coordinateurs régionaux qui sont vraiment impliqués pour faire le suivi quotidien de ces patients-là. Nous avons les coordinateurs Mon Espace Santé qui ont été mobilisés parce qu'ils ont une vraie connaissance de la partie usagée et qu'ils ont l'habitude par ailleurs de suivre de nombreuses expérimentations depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà pour la partie présentation des organismes. Je ne sais pas si déjà à ce stade il y avait quelques questions, Nelsa, sur la partie prévention et sur la partie expérimentation à destination des patients. Non, il n'y a pas de question spécifique par rapport à ce que tu viens de remonter. Il y a une autre question, mais qui concerne, je pense, un sujet qu'on va peut-être aborder sur la partie en fin de séance. Donc, on la posera après. Mais là, n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, à lever la main et à interagir avec nous, hein, je rappelle. Oui, vraiment, n'hésitez pas, que ce soit sur la partie prévention, on est preneur aussi de vos retours, si vous avez des idées par rapport au terrain qui vous viennent et qui vous paraisseraient être des choses faciles à mettre en place et activables rapidement. De même sur la partie expérimentation patient, si vous, de votre côté, vous estimez qu'il y a des profils de patients atteints de pathologies chroniques qui vous paraîtraient particulièrement pertinents à aller observer, collecter leurs retours, là aussi, on est tout à fait preneur. Ensuite, on va vous présenter avec Lucie, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, les ateliers qu'on a mis en place sur les directives anticipées et la personne de confiance dans Mon Espace Santé. Donc, merci à Séverine d'avoir fait une petite incise tout à l'heure sur ce sujet-là. Donc, effectivement, les directives anticipées sont un des documents côté patient qui est le plus alimenté par les patients directement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un usage là-dessus qu'on pouvait construire et donc un besoin aussi côté patient. Donc au niveau juridique, le cadre aujourd'hui, il est à la fois large et contraignant. Donc les directives anticipées sont prévues pour être conservées dans un registre national. C'est ce qui avait été fixé par la loi de 2016. En revanche, ce registre national, aujourd'hui, il n'est pas existant pour l'instant. Donc, il y a plusieurs registres qui collectent ces directives anticipées. Vous en connaissez un certain nombre. Il y en a évidemment par les établissements, il y en a par les associations. Il n'y a pas en tout cas une agrégation qui existe. Ces directives anticipées, elles doivent être révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Elles doivent prendre en compte la situation de la personne et savoir si on se pose dans un moment où la personne est atteinte d'une affection grave et elle est au courant, ou si ce n'est pas le cas. C'est vraiment l'élément qui permettra de dérouler derrière 2 types de rédaction de directives anticipées. Les directives anticipées, elles obligent à un certain nombre d'exigences pour être valides. Il faut que ce soit un document qui soit écrit, daté, signé par l'auteur et que ça reprenne le nom, le prénom, la date et lieu de naissance de cet auteur. Elles peuvent être inspirées d'un modèle qui a été fait notamment par la HAS, mais pas que. Et ça, je pense que Lucie reviendra largement dessus après. Il y a effectivement plusieurs modèles. Et ensuite, au niveau du dépôt, la seule exigence qu'on a, c'est qu'elle soit facilement accessible pour que le médecin puisse facilement les consulter en cas de besoin. Donc on voit que ces directives anticipées, le cadre législatif, il est assez lâche, ce qui permet d'être plutôt libre sur le format qu'on peut retenir. Ensuite, nous avons le sujet relatif à la personne de confiance, je pense. Non. Oui, donc on vous a fait une petite description de comment est-ce qu'on dépose côté patient les directives anticipées dans Mon Espace Santé, que ce soit sur l'interface mobile ou sur l'interface web. Sur l'interface web, il y a 2 alternatives. Vous avez la possibilité dans l'onglet Volonté et entourage
de remplir un formulaire en ligne, donc où vous remplissez en fait des questions en étant guidé. Ou alors, vous avez la possibilité de télécharger un document directement que vous avez rédigé en toute autonomie. Je suis en visio. Pour vous aider, Je suis en visio. Ouais, non, mais c'est pas grave. vous pouvez couper le micro de monsieur, s'il vous plaît. Merci. Pour ces directives anticipées, vous avez la possibilité en amont de consulter un certain nombre de ressources pour vous guider dans cette rédaction. On renvoie donc vers des sites extérieurs plus experts. Sur l'interface mobile, c'est quasiment pareil que sur le site internet, moins le formulaire en ligne qui pour l'instant est réservé donc à la partie web. Donc vous avez la possibilité de tout simplement scanner le document pour pouvoir l'intégrer dans votre espace santé. Voilà pour le parcours, donc il est assez simple. Ensuite, nous avons les questions qu'on se pose par rapport à ça. Est-ce que tu veux enchaîner sur les questions, Julie? Plutôt à la fin. Ouais. Donc, on se pose plusieurs questions, en fait, à l'issue là de ce contexte juridique et de cette présentation du produit. D'un point de vue juridique, sur ces directives anticipées, on s'interroge dans mon espace santé, qu'est-ce qu'on peut faire sur une exigence de rappel régulier à destination du rédacteur? Quelle échéance est-ce qu'on le fait? Qui fait ce rappel? Quelle est la bonne date? Est-ce qu'on le fait de manière ciblée ou globale? Est-ce que on rappelle par exemple à toutes les personnes qui l'ont rédigé à telle date, ou alors est-ce qu'on fait une grande campagne finalement de rappel, de mettre à jour des directives anticipées? Ensuite, on s'interroge sur la validité de la signature. Dans mon espace santé, on n'a pas de signature qui est mise à l'issue de la complétude des directives anticipées. Mais en même temps, il y a une double authentification à la connexion. Donc, est-ce que ça peut être une équivalence entre double authentification et signature? Ensuite, on s'interroge sur mais quelles directives font foi? Comme on l'a dit, il n'y a pas un registre unique, mais il y en a plusieurs. On peut imaginer un patient qui a rempli ces directives anticipées à la fois dans mon espace santé, mais aussi auprès d'un registre d'une association, ou alors qui vient avec un papier sur lui. Et enfin, on s'interroge donc là de manière un peu plus spécifique sur les directives anticipées pour les mineurs et majeurs protégés et voir qui pourrait renseigner ces directives anticipées. Donc là-dessus, il y a des travaux de toute manière un peu ad hoc qui ont lieu. Ensuite, donc ça, c'est un peu la partie plus juridique, mais aussi d'un point de vue produit, on s'interroge toujours le fait que comment est-ce qu'on peut nommer le document qu'on télécharge en tant que patient comme directive anticipée? Comment est-ce qu'il faut créer un cadre commun? Est-ce qu'on peut créer aussi une catégorie spécifique de recueil des directives anticipées pour les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer? Comment est-ce qu'on peut retracer qu'il y a eu des témoins pour des personnes qui ont une altération de la volonté? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on n'a pas encore tranchées. Ensuite, sur la slide suivante. De la même façon qu'on s'est interrogé sur les directives anticipées, on s'interroge sur la partie personne de confiance. La personne de confiance, c'est celle qui sera le référent en cas d'incapacité de votre part à exprimer votre volonté ou de recevoir une information nécessaire à votre prise en charge. Cette désignation de personne de confiance, elle doit être écrite et consignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée et elle doit être notifiée. Cette personne de confiance a aussi un rôle dans le cadre du recueil des directives anticipées. En cas d'impossibilité pour la personne de rédiger ces directives anticipées, la personne de confiance pourra être témoin de leur rédaction. Donc là, sur mon espace santé, on a regardé sur la slide suivante la manière dont la personne de confiance était prise en compte. Alors, est-ce que ça s'affiche? Merci. Il y a là, pareil, deux manières de renseigner la personne de confiance. Sur l'interface web, en fait, vous rentrez d'abord un contact, donc peu importe comment est-ce que vous voulez, quelle qualification vous voulez lui donner. Une fois que vous avez ajouté ces coordonnées, vous pouvez choisir et cocher en fait une case. Soit c'est votre contact d'urgence, soit votre personne de confiance, soit votre proche aidant, soit un proche aidé, etc. Sur l'interface mobile, c'est l'inverse. Vous cochez d'abord la case et ensuite vous renseignez les coordonnées de la personne. Donc voilà pour la description et à quoi ça ressemble dans le produit.
Donc, à la suite de ça, sur la slide suivante, on s'interroge aussi à nouveau sur la manière dont la personne de confiance est désignée. Normalement, on a une exigence de notification d'une personne de confiance lorsqu'elle obtient ce statut. Aujourd'hui, dans mon espace santé, ce n'est pas le cas. Vous pouvez rentrer n'importe qui, personne de confiance, sans qu'elle soit notifiée. Et par ailleurs, il y a le même souci de notification en cas de dépôt de directive anticipée de la part de la personne. Ce serait utile de pouvoir notifier la personne de confiance que des directives anticipées existent. Pas forcément en format lecture, mais tout simplement leur existence. Voilà pour les questions. Ensuite, on a organisé un important atelier et là, je vais laisser Lucie le présenter. Exactement. Du coup, on a réalisé toute une série de témoignages à la fois vidéo et en présentiel lors de cet atelier, dont l'objectif était d'en tirer des constats. Donc déjà, je vais parler un peu du côté des professionnels de santé. La plupart des EHPAD nous ont remonté comme quoi les résidents en fait, ne renseignaient pas leurs directives anticipées. Déjà, au niveau de l'admission, en fait, il a été souvent mentionné que les résidents ne venaient pas déjà avec leurs directives anticipées préalablement renseignées. En plus, ces résidents souffrent souvent de lourdes pathologies ou alors tout simplement de troubles cognitifs avancés, ce qui va les empêcher de s'exprimer correctement, que ce soit dès l'arrivée à leur admission ou alors tout au long de leur séjour à l'EHPAD. Et d'ailleurs, de la même manière pour les établissements de santé, donc on a eu l'intervention d'un professionnel de santé, donc le docteur Gana, qui intervient au CHU de Tours, qui nous a remonté également que les patients ne renseignaient pas leur directive anticipée à l'arrivée dans son service. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place déjà cette obligation au sein de son service que les patients doivent fournir une personne de confiance et doivent également renseigner leur directive anticipée dans les 48 heures à partir du moment où ils sont arrivés. Voilà un peu pour les directives anticipées. Après, au niveau de la personne de confiance, en fait, il nous a été remonté également qu'il y a une confusion autour du rôle de la personne de confiance, où en fait, souvent les proches des patients ou des résidents vont s'approprier un petit peu le droit de rédiger les directives anticipées des patients, de leurs proches, alors qu'ils n'en ont pas le droit. Et ça, c'est souvent revenu. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie derrière ça à mener sur le rôle de la personne de confiance et tout simplement sur le cadre de la rédaction des directives anticipées. Voilà un peu. Et puis maintenant, si je passe du côté plutôt des représentants d'usagers, donc on a eu l'intervention du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, mais également de France Asso Santé. Et eux, en fait, ils nous ont un peu dit que beaucoup d'usagers ont une grande attente au niveau des fonctionnalités dans mon espace santé et notamment au niveau des directives anticipées. Et que justement, il y a une importance de mettre en avant dans mon espace santé l'importance de parler des directives anticipées au niveau de leurs proches pour justement qu'elles soient bien comprises et qu'elles soient bien respectées. Donc voilà un petit peu quelques retours de témoignages, sachant que sur la slide suivante, il me semble qu'on vous a remis nos contacts. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions, notamment sur ces sujets-là. Et puis voilà, je ne sais pas si Marianne, tu voulais... Simplement, si vous aviez aussi des propositions d'amélioration, Ouais. on est vraiment preneuse de vos retours terrain, même si on en a eu un certain nombre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, ils n'ont pas de questions, pas de main levée. Avant de basculer sur le Rex, on laisse un petit peu de temps justement pour savoir s'il y a certains qui souhaitent prendre la parole. N'hésitez pas, vous avez normalement la possibilité de lever la main. Sinon, vous pouvez nous l'indiquer dans le fil de discussion. Sinon, je propose justement à Constance, qui est accompagnée avec le docteur Lébidan, si je me prononce mal, corrige-moi Constance, normalement. Alors, attendez. Non, c'est bon, il y a pas de question. Je pensais qu'il y avait une question. Non, il n'y a pas de question. Donc, du coup, je te laisse la main justement pour parler des actions qui sont faites côté Réunion.
Oui, merci, vous nous entendez bien? Très bien. Super. Donc, je suis avec le docteur Le Bidan. Donc, bonjour de La Réunion. Effectivement, je suis la coordinatrice régionale Mon Espace Santé à La Réunion. Donc là, on vient témoigner sur une action alors qui remonte un petit peu, mais qui fait encore écho aujourd'hui, une action qu'on a réalisée à Mafat. Donc, pour bien recontextualiser, c'est vrai que nous, en tant que coordinateurs régionaux, notre mission, le cœur de notre mission, c'est d'aller sensibiliser tous les usagers de partout, notamment ceux les plus éloignés du numérique. Et donc, à La Réunion, ceux qui sont les plus éloignés du numérique en termes d'électronisme, mais aussi éloignés géographiquement, eh ben, c'est aussi d'aller dans le cirque de Mafat. Donc, je vous ai mis une photo parce qu'il faut se rendre compte que le cirque de Mafat, c'est un lieu qui est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère, mais dans lequel il y a bien des villages et des habitants qui y vivent, les Mafatais. Donc, pour nous, c'était très important d'aller les sensibiliser aussi à Mon Espace Santé. Donc, Mafat, c'est accessible qu'à pied ou en hélicoptère. En termes de prise en charge aussi par les médecins, du coup, il y a 3 possibilités. Il y a des médecins qui viennent faire des tournées dans le cirque de Mafat, mais du coup, c'est des tournées, c'est pas du présentiel au quotidien. Sinon, il faut que les Mafatais eux-mêmes descendent à pied dans les bas pour aller rencontrer leur médecin, comme le docteur Le Bidan, par exemple. Ou alors, si c'était des situations d'urgence, c'est par hélicoptère qu'ils peuvent être évacués. Donc, c'est vrai qu'avec tout ça, nous, on est assez convaincus que Mon Espace Santé peut vraiment les aider. Déjà, quand ils partent à pied, forcément, si on utilise Mon Espace Santé et l'application, on a plus de kilos dans le sac à dos, de tous les papiers. Ça facilite aussi la prise en charge si c'est une situation d'urgence. Et puis, ça permet une meilleure coordination entre le médecin qui vient dans Mafat, celui qui le reçoit en bas, les infirmiers aussi qui peuvent passer, enfin, tous les professionnels de santé qui prennent en charge ces patients. Voilà, donc simplement, c'était quand même un public assez difficile à capter. Donc, encore une fois, parce que géographiquement, ils sont très éclatés dans le cirque. Ils sont assez aussi loin de ces sujets et pas forcément, se sentent pas forcément très concernés. Donc, pour aller les capter, la stratégie, ça a été d'abord de nous appuyer sur un événement qui avait lieu dans Mafat, donc dans le village de La Nouvelle. On s'est rattaché à une action menée par l'association ARPSH qui fait de la prévention sur la santé sexuelle. Et on s'est aussi appuyé beaucoup sur la mairie dont dépend le village de La Nouvelle, donc avec qui on a pu faire de la communication en amont pour prévenir les habitants qu'on arrivait. On a été beaucoup en lien avec le coordinateur local de santé de cette ville et aussi avec la médiatrice de Mafat, donc qui est une personne qui est mobilisée et employée de la mairie, mais qui fait le lien avec les habitants dans Mafat. Aussi, en prérequis, absolument, on voulait qu'il y ait un relais sur place, parce que c'est bien beau d'aller faire une journée de sensibilisation auprès des habitants de Mafat, mais quid de ce qui se passe une fois qu'on est reparti. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une maison France Service avec une conseillère numérique à La Nouvelle, et qui, depuis le mois de mai, du coup, prend le relais des demandes aussi des patients. Et puis surtout, enfin, pour nous, c'était essentiel d'embarquer justement ces professionnels de santé qui interviennent auprès des habitants. Donc, autant ceux qui viennent sur place que ceux qui les accueillent dans les bas. Et le résultat, donc, ça a été une journée assez festive. Alors, on a vu 80 personnes environ, mais pas que des Mafatais. Malheureusement, c'était aussi beaucoup de randonneurs, mais on les a quand même bien sûr sensibilisés. En tout cas, tous les professionnels de santé qui interviennent dans Mafat, qui sont rattachés au CHU de La Réunion, ont été sensibilisés, connaissent maintenant le DMP, et on est en train de mettre en place un process pour qu'ils puissent qualifier les INS de leurs patients, même à distance. On s'est rendu compte que finalement, même si ils sont éloignés géographiquement, il n'y a pas de problème pour capter du réseau. Donc, il y a la 4G à Mafat. Donc, vu que les habitants ont des smartphones, c'est quand même possible de les accompagner, de télécharger l'application avec eux et d'activer les comptes. Après, ils ont des grosses craintes les habitants ont des grosses craintes sur la sécurité, notamment. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a encore besoin du soutien des professionnels de santé, parce que c'est eux qui peuvent aussi beaucoup les rassurer sur tout ça.
Donc voilà, je vous ai mis aussi en photo c'était donc un flyer qu'on a fait passer justement en amont par la mairie, par la médiatrice, pour prévenir donc de notre venue ce jour-là. Voilà, donc ça a été une action qui a encore une fois des fruits, qui porte ses fruits, parce qu'on est encore en train de diffuser des affiches dans tous les dispensaires de Mafat. Il y a un projet du coup de téléconsultation qui est en cours et je vais laisser le docteur Le Bidan le présenter. Et puis on y retourne du coup nous aussi en novembre dans un autre village que La Nouvelle qui s'appelle Rocheplatte, avec une infirmière, avec un chef de service en cardiologie, donc pour encore continuer cette sensibilisation. Donc c'est pas forcément le type d'action qui va faire où on va sensibiliser beaucoup de monde et on va faire beaucoup d'activations. Mais en tout cas, pour le coup, on est persuadé que ceux qu'on a rencontrés on peut avoir des vrais avantages à utiliser mon espace santé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais alors il y avait la vidéo de. Il y avait une vidéo et justement, du coup, l'occasion, Jules, je te laisse basculer pour pouvoir diffuser cette vidéo et du coup, ça vous permet aussi au passage d'écrire des questions et si ça te va, on laisse la vidéo se lancer. Vas-y, Jules. Alors, je crois que le son ne fonctionne pas. Il faut que je pense que c'est ton micro, il faut que tu l'ouvres. C'est toi de ton côté. Je mettre un peu de son, hein. Ouais, c'est ce que j'avais mis, mais. Ça peut suffire. Ouais. J'ai vu que l'examen, avec tous mes examens, c'était un peu compliqué à retrouver mes dossiers. Et en me connectant sur mon espace santé, j'ai vu que j'ai pu retrouver mon dossier perdu et c'est un soulagement déjà. Faut arrêter avec les coups. En tant que médecin généraliste et médecin traitant de nombreux Mafatais, je me suis rendu compte en fait que la prise en charge en fait de la continuité de soins, je veux dire sur Mafat, posait quelques problèmes pendant la période cyclonique. Et donc j'ai eu l'idée éventuellement de mettre en place de la téléconsultation, la télémédecine en fait sur Mafat. Cependant, pour mettre en place en fait ce projet, il est essentiel en fait que les Mafatais ouvrent leur espace santé. Et mon espace santé restera un peu la pierre angulaire en fait, du dispositif pour une meilleure prise en charge pluridisciplinaire, que ce soit médecin généraliste ou spécialiste dans le cadre de la téléexpertise, mais également dans la mission locale mensuelle organisée par le CHU pour que tous les éléments concernant les patients soient centralisés en fait, dans un même dossier. Mon espace santé, ça m'a vraiment permis en fait de garder le lien avec les différents professionnels de santé, rentrer les informations et les centraliser en fait dans un espace numérique que j'ai constamment en fait sur moi, dans mon téléphone. Et pour les différents examens, pour les différents rendez-vous, tout est à portée de main. Donc, on a déjà eu un petit aperçu du témoignage du docteur, mais le temps de réafficher le support, on va justement s'intéresser plus en particulier justement par rapport aux spécificités de la prise en charge, comment ça s'est passé, comment ça a pu aider mon espace santé. Donc, du coup, docteur, je vous laisse la main. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis le docteur Le Bidan, je suis médecin à la possession et médecin effectivement de pas mal de patientes de la région de Mafat. Et j'ai été sensibilisé depuis quelques années en fait à cette offre de soins un petit peu insuffisante en fait pour ces patients. Et d'où l'idée de mettre en place en fait de la télémédecine en fait sur cette zone assez éloignée donc de l'offre de soins. Et donc, il m'a été donné cette année avec d'autres partenaires, en fait,
de mettre en place en fait ce dispositif et qui correspond totalement aux objectifs du projet régional de santé 2023-2033 co-signé par les différents acteurs, régions, départements et ARS. Et du coup, on s'est attaché en fait à ce que tous ces acteurs en fait collaborent en fait dans le projet, ainsi que la CPTS Ouest et l'ARS bien entendu avec l'ensemble des collectivités. Dans le projet régional de santé, en fait, il est stipulé qu'on devrait proposer en fait aux personnes les plus vulnérables et qui cumulent à la fois des difficultés sociales et d'éloignement géographique, donc une offre de soins innovante, et donc le projet de télémédecine rentre totalement dans cette solution. Le projet régional également vise à réviser l'équipement et la couverture sanitaire en fait au niveau des cirques de Mafat, du cirque de Mafat. Et tout cela donc, doit se faire en partenariat avec donc, les collectivités et les différentes instances que sont l'ARS, la CPTS Ouest et également le CHU Nord, comme disait Madame Bravet, responsable en fait, de la gestion des dispensaires en fait, de Mafat par convention avec le Conseil général. Et qui organise donc des missions mensuelles, en fait, qui sont des consultations présentielles dans chaque ILET, au nombre de 7 sur Mafat. Et ces missions mensuelles donc, sont réalisées par un ensemble de médecins, 4 médecins à ma connaissance, et 2 infirmières. Et les patients sont pris en charge en présentiel pour le suivi médical, mais c'est qu'une fois par mois et par ILET. Donc nous, en termes de proposition de télémédecine, on va proposer en fait peut-être 2 ou 3 créneaux de consultation par semaine, organisés par un pool de médecins faisant partie de mon association, qui est l'association des médecins Port Possession, qui regroupe médecins généralistes et spécialistes pour organiser en fait donc cette téléconsultation et du coup pour les créneaux de oui, pour les créneaux. Alors, les créneaux de consultation seront organisés effectivement donc 3 fois par semaine et on viendra donc bien entendu offrir une offre de soins bien plus importante et complémentaire à la consultation présentielle mensuelle. Voilà. Mais pour cela, on a besoin effectivement, comme je disais dans le reportage, donc, du dossier médical partagé afin que la téléconsultation soit la plus efficace possible dans le cadre, bien entendu, en termes de sécurité et également pour savoir qui est le patient qui doit pouvoir bénéficier de téléconsultation et éventuellement bénéficier également d'un rapatriement sanitaire, éventuellement sur la côte, selon les signes cliniques et le dossier médical. Pour cela, effectivement, on disait qu'il fallait que la mission mensuelle organisée par le CHU utilise également le même dispositif afin que toutes les informations soient collectées au même endroit et qu'on puisse travailler en synergie et dans l'intérêt des Mafatés. Et donc, notamment, le docteur Le Bidan s'est mis aussi en relation avec la médiatrice de Mafat, parce qu'il va y avoir une expérimentation là, dans un premier village qui s'appelle Horaire, avec cette téléconsultation. Et donc, la médiatrice a pour mission d'aller activer les comptes des patients de ce village pour que quand ils arrivent pour l'expérimentation, ça soit opérationnel et qu'ils puissent utiliser et déposer la synthèse de la consultation. Voilà. Et justement, par rapport à cette téléconsultation, et du coup, on dévie un petit peu du sujet de mon espace santé, mais qui du coup contribue à cette téléconsultation. J'ai une question qui est de Jean-Yves Maillefer, si je ne me trompe pas. La téléconsultation se déroule-t-elle en exercice coordonné avec un soignant auprès du patient systématiquement ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on sera sur la côte et nous aurons un auxiliaire de santé en fait, qui sera l'intermédiaire entre le patient et nous et qui devra
avoir la maîtrise de l'utilisation des outils téléconnectés que sont les stéthoscopes, les otoscopes, le saturomètre, la prise de température, l'électrocardiogramme. Et toutes ces informations, donc ces constantes, en fait, nous seront envoyées par télémétrie, donc par l'intermédiaire de l'application qui sera mise en place par rapport au matériel qui sera dédié à cette consultation. Et nous, avec l'ensemble de ces éléments, on fera un diagnostic et une prescription. Il sera établi également un questionnaire clé, enfin standard en fait, qui sera rempli par les patients eux-mêmes ou avec l'aide de l'auxiliaire de santé pour faciliter en fait la consultation et la rapidité, la prise en charge en fait en téléconsultation. Et du coup, j'en profite puisque vous évoquez le fait que vous transmettez une prescription et un certain nombre de documents. Vous le transmettez directement à l'auxiliaire ou vous passez aussi par Mon Espace Santé avec la messagerie citoyenne? Alors, le document sera effectivement rempli et intégré dans la téléconsultation, dans la consultation, et il y aura une synthèse et le document pourra être joint à ce document PDF de la téléconsultation et joint en fin de consultation au DMP également. D'accord, donc il sera déposé aussi et du coup accessible aux patients depuis son espace. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le fil de discussion. Sinon, merci beaucoup parce que j'essaye de garder aussi un peu un œil sur le timing. Et je sais qu'à 14 h, on doit switcher, basculer sur la partie médico-sociale. Merci à vous. Merci. Et du coup, nous avons collecté quelques questions en amont de ce Dites-nous tout. Du coup, je propose à Yeza de répondre aux 3 questions qui ont été remontées. Yeza, si tu es parmi nous, si tu peux ouvrir ton micro. Merci. Parfait. Oui, bonjour tout le monde. Alors, donc, il y a 3 questions effectivement qui sont axées sur Mon Espace Santé et le DMP. Donc, la première est de savoir si dans l'agenda Mon Espace Santé, on a la possibilité de recevoir des notifications pour notifier lorsqu'un rendez-vous est à l'approche ou un rappel pour notifier l'usager. Donc, oui, bien évidemment, les notifications sont prévues pour les rappels et rendez-vous. À savoir que pour les rendez-vous, les notifications sont envoyées par un push ou un email la veille du rendez-vous. Et pour tout ce qui est rappel, les notifications, donc c'est pareil avec un push ou un email et c'est envoyé le jour même du rappel. En ce qui concerne le DMP, la question est orientée sur le fait de savoir si l'assurance maladie alimente comme auparavant avec le DMP l'historique des remboursements. Donc, bien évidemment, même avec le passage de Mon Espace Santé, l'assurance maladie alimente bien le dossier médical de Mon Espace Santé avec un historique de remboursement, comme c'était déjà le cas avec le DMP. Et en ce qui concerne les campagnes médias pour faire connaître Mon Espace Santé, à savoir que vers la période du mois de mai à juin, il y a eu une campagne de communication grand public avec une vidéo online qui a été diffusée du 19 mai au 9 juin. Et la prochaine est prévue du 1er décembre au 22. Donc, il y aura notamment la même campagne grand public plus une campagne radio qui aura lieu notamment aussi le 30 novembre au 16 décembre. Donc, à savoir que ces 2 campagnes sont, comme elle l'a expliqué tout à l'heure, Séverine, donc c'est des campagnes très attendues parce que grâce à cela, il y aura une grosse sensibilisation auprès des usagers quant à l'activation de leur profil Mon Espace Santé. Et notamment, en parallèle, on a ajouté une campagne emailing de promotion à l'activation qui est déjà passée, donc elle a débuté le 23 septembre et qui finira le mois de février 2025. Yeza, je te laisse continuer.
Alors, donc là, la question est de savoir si l'accès au DMP par des non-professionnels de santé RPPS+, est matrice d'accès par rôle, donc renvoyé au Conseil constitutionnel, met-il en péril l'introduction du médico-social dans mon espace santé? Alors, à savoir en effet que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'accès au DMP par des professionnels de santé pourrait compliquer l'introduction du secteur médico-social dans mon espace santé. Il se peut que ça limiterait considérablement l'utilisation de mon espace santé pour les professionnels à rôle du médico-social qui pourraient uniquement alimenter son pouvoir, avoir la possibilité de consulter. Deuxième question, donc suite au refus initial ou à une clôture volontaire de son profil Mon Espace Santé, quelle est la procédure de création, de recréation, voire de réouverture du profil si celui-ci était clos depuis moins de 10 ans? Alors, à savoir que même si un MES a été opposé ou voire non pas activé, donc l'usager, il a la possibilité de pouvoir faire une réactivation à tout moment, même après 10 ans. Donc, il faudra juste qu'il aille sur le profil, sur le portail Mon Espace Santé et il procède à une activation en se connectant à Mon Espace Santé et il fait le nécessaire pour pouvoir faire l'activation. Merci, Yesa. Toujours pour respecter le timing, je vais passer très rapidement sur les outils, mais juste pour vous rappeler qu'on vous met à disposition un certain nombre de documentations spécifiques. Donc, vous avez des documents qui sont destinés aux établissements sanitaires, mais aussi aux établissements du médico-social, mais aussi pour les professionnels qui exercent en situation libérale. Donc, vous avez donc vraiment de la documentation qui est dédiée en fonction de votre profil. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Je remets en visibilité 2 formulaires de remontée d'anomalies, puisqu'on a évoqué le sujet de l'application. Donc, n'hésitez pas, il y a un formulaire qui est dédié s'il y a des sujets autour de l'application, mais il y a aussi un autre questionnaire qui vient d'être mis à disposition, qui est celui autour des notifications. Donc, n'hésitez pas, si vous rencontrez des anomalies, à nous les signaler. Puisque voilà, ça fait partie aussi du jeu de faire évoluer le produit en fonction de ces retours. Et puis, sur la diapo suivante, on vous remet en visibilité l'espace ANS Formation, qui est un espace de e-learning gratuit que vous pouvez justement vous inscrire et faire un certain nombre de modules qui sont bien sûr autour de Mon Espace Santé, mais pas que. Vous avez, puisque c'est le mois de la cybersécurité, je tiens juste à rappeler que tout ce qui est autour justement de la sécurisation des données, il y a un module qui est dédié et qui rappelle aussi l'intérêt de justement d'utiliser Mon Espace Santé. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et à participer et à vous inscrire et à le faire. L'autre information, ça concerne la newsletter. Donc, pareil, nous avons une newsletter où, en fait, tous les mois, on vous partage des actualités, des retours d'expérience, les nouveaux outils qui sont mis à disposition, les prochains rendez-vous. Et d'ailleurs, en parlant de prochains rendez-vous, pour ceux qui ne souhaitent pas rester jusqu'au bout parce que voilà, ils ont des impératifs, je vous donne le rendez-vous donc le 14 novembre pour le prochain Dites-nous tout. Je vous mets l'invitation dans le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à relayer pour justement faire connaître et pouvoir participer et échanger. Et puis, je passe la parole, normalement, si je ne me trompe pas, à Léa, qui devrait s'être connectée à nous pour justement faire un focus sur l'expérimentation médico-sociale qui est en train de se finir. Bonjour, Léa. Bonjour à tous. Parfait. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bonjour à tous. Donc, c'est la petite partie médico-sociale de ce Dites-nous tout. On voulait commencer cette partie-là en vous parlant de l'expérimentation, puisque, comme vous savez, elle a pris fin mardi dernier. Donc, c'est clôturé cette expérimentation qui avait commencé dans le secteur médico-social au mois de février. Donc, merci beaucoup à tous pour tout le travail que vous avez réalisé sur cette période-là. On en avait déjà eu... on avait déjà eu un aperçu au moment des règles intermédiaires de tous les cas d'usage que vous aviez identifiés, que vous aviez testés, de toutes les actions de sensibilisation que vous aviez menées auprès de vos professionnels, des usagers et puis aussi de leur famille, de leur entourage pour les faire adhérer au service, leur expliquer, les accompagner sur des premiers usages.
Donc, on a vraiment hâte d'entendre tous les rex finaux de tous les pilotes qui ont été embarqués dans cette expérimentation et de pouvoir en échanger avec vous. Donc, normalement, il me semble, si je ne me trompe pas, Jules, presque, ou sauf une seule région où il n'y a pas encore de rex final qui a été positionné, mais sinon, normalement, tous les rex finaux ont été positionnés au niveau des régions. Donc, vous devriez recevoir une invitation de la part de la région pour vous inviter à nous présenter justement ces résultats au moment du mois de novembre. Donc, pour rappel, on vous a mis les jalons clés de cette fin d'année concernant l'expérimentation. Donc, le 15 novembre, c'est la date limite pour que les pilotes fassent parvenir leur rex final sous format PPT. Donc, ça, c'est le template que vous connaissez sûrement. Donc, il faut renvoyer à l'ARS avant le 15 novembre. Et ensuite, du 18 au 29 novembre, il y a donc cette invitation qui est transférée. Vous êtes transféré par l'ARS ou par le grade ou par le collectif d'ailleurs, ou même par l'assurance maladie, pour pouvoir présenter vos rex finaux. Donc, entre le 18 et le 29 novembre. Et puis nous, côté national, fin décembre, maintenant, même d'ailleurs, je pourrais donner la date, on va la communiquer à tout le monde très prochainement. C'est le 19 décembre. 19 décembre, on fera un webinaire de synthèse de l'ensemble des rex finaux que vous avez présentés. Donc, vous allez bientôt recevoir toute la communication concernant ce webinaire de synthèse. Et comme la dernière fois, comme ça s'était passé lors du rex intermédiaire, on va faire intervenir des établissements pilotes pour qu'ils puissent nous partager et nous expliquer les usages qu'ils ont testés et comment est-ce qu'ils ont mis ça en place, les difficultés rencontrées, pour qu'ils puissent avoir aussi de l'échange entre tous les pilotes qui ont participé, puis avec tout l'écosystème de la e-santé. Et puis, début d'année 2025, au mois de janvier, il va se tenir la journée du médico-social. Donc, la date reste encore à fixer, mais il y aura une partie qui sera réservée à l'expérimentation et on vous invitera à venir nous rejoindre, si vous le pouvez, à Paris pour partager cette journée avec nous. Donc, l'expérimentation, elle est terminée. Donc là, vous êtes plutôt en train de finaliser les rex finaux avant de l'envoyer à l'ARS. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. C'est juste le début de l'aventure. Le déploiement des usages continue. Donc, maintenant, tout le défi pour vous, c'est de pouvoir ancrer ces usages que vous avez identifiés, que vous avez testés avec les pros et avec les usagers dans vos pratiques professionnelles courantes. Et puis peut-être vous appuyer dessus pour pouvoir en développer d'autres. C'est aussi important de continuer à informer les usagers et les professionnels au sein de l'établissement sur mon espace santé. On sait qu'il y a aussi pas mal de turnover dans le médico-social. Il ne faudrait pas que toute la matière acquise se perde à cause de ce turnover. Donc, ça sera toujours important de réitérer des actions de sensibilisation auprès de ces publics-là pour pouvoir diffuser les pratiques et qu'elles s'ancrent bien dans le réel et dans le temps. Et puis, cette expérimentation, c'était la première pierre pour le secteur médico-social sur le déploiement de mon espace santé. Toutes vos contributions vont aider à déployer le service à d'autres établissements, à d'autres types d'usagers aussi, parce que là, dans l'expérimentation, on est juste sur le secteur personnes âgées, personnes handicapées et le domicile, mais il y aura aussi bientôt le secteur social qui s'équipe de versions Ségur qui va aussi arriver dans ces usages-là. Donc, dans les rex finaux, vous verrez, on vous demande aussi de nous faire remonter toute la matière que vous avez réalisée pour qu'on puisse la collecter, nous, au niveau national et puis voir comment est-ce qu'on peut ensuite la diffuser plus largement à l'écosystème, ce qu'on peut reprendre en termes d'exemples, par exemple de courriers. Je sais que beaucoup envoyaient des courriers, des modèles de courriers que des établissements pourraient reprendre pour que ce sera plus simple pour eux. Il y avait pas mal aussi de flyers qui ont été faits. Je pense que il y a beaucoup de matière, beaucoup de travail intéressant qui a été réalisé par vos soins. Donc, on aimerait beaucoup pouvoir le partager avec le reste des établissements pour qu'ils puissent aussi en bénéficier.
Voilà, et puis aujourd'hui, on voulait laisser la parole à Monsieur Thierry Perrin, qui est directeur de l'EHPAD Le Florilège en région Bretagne, donc qui est un établissement pilote qui a axé les usages, notamment autour de l'envoi du DLU au CHBA, enfin, au CH, et donc qui ont réalisé avec le CH tout un travail justement sur ce dossier de liaison d'urgence et notamment sur le paramétrage. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aussi travaillé sur ce thème-là. Donc, ça nous paraissait très intéressant. Et puis, on a grand plaisir à pouvoir inviter Monsieur Perrin et à pouvoir entendre son retour d'expérience sur ce sujet-là qui, j'espère, donnera lieu à quelques questions, quelques échanges de votre part. Du coup, je vous laisse la main, Monsieur Perrin. Vous pouvez ouvrir votre micro. Je vous dis si on vous entend bien. Oui, bonjour à tous. Super, parfait. Très bien. Écoutez, du coup, un modeste retour concernant cette expérimentation dans le cadre du paramétrage du DLU. Donc, on parle bien du dossier de liaison d'urgence. Le dossier de liaison d'urgence, donc, c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui est normé par la Haute Autorité de Santé. Et puis, depuis quelques années, en plus, ça a été pris en main aussi par l'ANS pour les spécifications fonctionnelles de ce DLU sur le plan numérique. Et c'est vrai que nous, en fait, on avait la chance de pouvoir partager avec d'autres établissements de la région du Morbihan, en l'occurrence 19 autres EHPAD, le même éditeur. Donc en l'occurrence, il s'agit de Teranga, donc c'est le logiciel NetSoin qui est assez connu en fait dans le secteur des EHPAD. Et donc un des enjeux, c'était d'avoir cette possibilité de faire un paramétrage un peu plus fin, même si, encore une fois, ça existe déjà au niveau national, mais d'aller un peu plus dans le détail en cochant ou en décochant des cases. L'idée, c'était surtout de pouvoir, bien évidemment, avoir une qualité de l'information transmise, puisque là, on parle bien d'un dossier numérique et non pas de la version papier qu'on a pu connaître il y a quelques années du DLU. L'un des enjeux, c'était aussi de pouvoir croiser les regards entre médecins urgentistes et gériatres, parce que parfois les demandes ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'était ça aussi l'idée du paramétrage. Et ensuite, pour nous, il y avait quand même une réelle volonté de simplifier le travail pour les professionnels en interne, c'est-à-dire là, que ce soit une infirmière, mais on pensait surtout, et c'était ça d'ailleurs la motivation de départ, nous, on n'a pas la chance d'avoir d'infirmières présentes la nuit au niveau de l'EHPAD. Donc, l'aide-soignant qui est présent la nuit, le fait de tout simplement simplifier ce paramétrage lui permettait peut-être, et lui permet en tout cas aujourd'hui, en cliquant sur quelques boutons, de pouvoir en fait générer ce DLU et ensuite l'envoyer vers mon espace santé. Et donc, l'idée étant bien sûr que ce soit consultable par le médecin qui se connecte ensuite sur mon espace santé. Un autre enjeu, c'était quand même aussi de prendre en compte le fait que, bien évidemment, à partir du moment où on envoie des informations médicales vers mon espace santé, d'autres personnes peuvent y avoir accès, à commencer par le résident lui-même. Alors, bon, en EHPAD, quand même, on a une moyenne d'âge de 85 ans, donc c'est vrai que ce n'est pas non plus encore une pratique très répandue de la part des résidents. Néanmoins, on voit de plus en plus de cas d'usage où ce sont les enfants qui vont se connecter en fait sur mon espace santé de leurs parents. Alors, certainement en utilisant des adresses mail et des identifiants récupérés, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc là aussi, il y a un petit enjeu en termes de secret finalement des données médicales. Il reste des données normalement confidentielles. Et puis l'idée, ce que j'avais aussi un petit peu évoqué au début, c'était de pouvoir harmoniser les pratiques, donc le fait de pouvoir diffuser ce paramétrage à d'autres établissements, puisqu'en fait, donc le CHBA, c'est le centre hospitalier Bretagne-Atlantique, qui est basé donc à Vannes, et qui, pour beaucoup d'établissements médico-sociaux donc, de type EHPAD, ça peut être l'hôpital de référence, bien évidemment, donc ça permettait d'harmoniser les pratiques. Voilà pour ces principaux enjeux en fait, qui avaient été posés dès le début. Et ensuite, le défi, enfin les défis finalement, c'était donc de pouvoir réaliser ce paramétrage. Donc on a pris un temps en partenariat avec l'ARS, avec le GRAD, un médecin urgentiste et 3 gériatres, de pouvoir tout simplement de façon très scolaire reprendre toutes les possibilités de paramétrage
Et c'était intéressant justement de croiser les regards parce que autant sur certaines choses, il y avait un avis plutôt partagé, autant pour d'autres aspects, c'était bah, nous, on a besoin de ça en tant que gériatre, ou bah oui, mais nous, on a besoin de ça en tant que médecin urgentiste. Donc ça nous a permis quand même d'arriver à un consensus hein, très facilement. Et ensuite, bien évidemment, ça a été revu par les médecins en question. On n'était pas que sur des gériatres non plus hospitaliers, on avait également un gériatre d'une clinique locale qui a aussi participé. Donc on avait vraiment à cœur de pouvoir regrouper tout le monde. Alors ça n'a pas été simple hein, pour avoir plusieurs médecins autour d'une table et réaliser le paramétrage, mais on a réussi à le faire. Le deuxième défi, c'était de pouvoir automatiser l'envoi du DLU vers le DMP. Donc ça aussi, il se trouve que le logiciel nous le permet. Donc c'est encore un souci de simplification. À partir du moment où tout est pré-paramétré en amont, eh bien, ça veut dire qu'ensuite, c'est en quelques clics, c'est transféré alors je dis encore DMP, pardon, parce que j'ai encore le terme du DMP en tête, mais c'est bien mon espace santé, il n'y a pas de souci. Un autre défi, donc, c'était la notion finalement d'accessibilité de l'information médicale. Alors pour le résident, quand il est concerné lui-même, ça peut poser question, mais c'est quand même moins choquant que quand c'est la famille qui accède, surtout quand la famille ne précise pas forcément à son proche qu'elle consulte son dossier médical. C'est du vécu. Et donc là aussi, on a la possibilité avec le logiciel de ne pas rendre visible le DLU dans mon espace santé par le patient lui-même. Donc ça aussi, c'était une garantie parce que, pour donner un exemple très concret, dans le cadre du paramétrage, j'avais même été surpris, mais les médecins, en fait, étaient très intéressés par les transmissions, hein, donc ces fameuses transmissions données, actions, résultats, qui sont assez classiques des dossiers de soins. Donc j'étais assez étonné qu'ils aient envie d'accéder à ces transmissions. En fait, ils sont très intéressés parce que ce qu'a pu dire l'aide-soignante, éventuellement dans la journée, etc., ça leur donne des informations très précieuses. Et bah, c'est vrai que parfois, ces informations-là ne sont pas forcément des informations qu'on souhaite forcément diffuser à la famille. Et puis parce que souvent, ça nécessite aussi des explications supplémentaires. Donc là, il y a cette possibilité, donc ça aussi, c'était un défi, cette possibilité de décocher une case en disant, bah, voilà, je ne souhaite pas que le DLU soit visible par le patient. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et l'autre enjeu, c'était de se dire, bah oui, mais parfois, on a des résidents qui n'ont pas mon espace santé. Alors, c'est à la marge, hein, là, aujourd'hui, c'est près de 98% des résidents. Mais si jamais, en fait, il n'y a pas mon espace santé, bah, comment on fait pour envoyer le DLU? Et là aussi, on avait réussi à trouver une parade puisque on peut envoyer le DLU via la MSS. Donc ça nécessite bien évidemment que le médecin qui va recevoir ce DLU est une MSS, donc messagerie sécurisée de santé active. Mais ça aussi, c'était un autre défi de se dire, bah oui, mais comment on fait s'il n'y a pas de mon espace santé activé? Donc ça aussi, on avait réussi à trouver une solution. Si on est sur la partie bénéfice, en fait, attendu, ben, bien évidemment, ça, le premier bénéfice, c'est l'amélioration du parcours de soins, puisque ça, c'est déjà en fait à l'origine de la création du DLU, hein, c'est pas une nouveauté. On pourrait même envisager, et ça, c'est peut-être une plus-value de la version numérique, une réduction des hospitalisations, mais là, clairement, je n'ai pas encore de chiffres pour pouvoir le préciser, mais le système numérique permet d'intégrer dans le DLU le résultat biologique du jour. Et donc, de façon automatique, on reçoit les résultats du laboratoire dans le logiciel. Et donc, de fait, ça va s'incrémenter automatiquement dans le DLU quand on va créer le DLU. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on a tout de façon automatisée, eh bien, le médecin urgentiste, par exemple, hein, peut très bien se dire, bon, ben voilà, le résultat de la biologie sanguine, par exemple, du jour est plutôt rassurante. Avec les éléments que vous me donnez, ça ne nécessite pas d'hospitalisation, on continue à observer et vous me rappelez si besoin. Donc ça, c'est clairement un plus dans l'amélioration du parcours. Et donc l'idée, c'était aussi d'avoir des informations claires et adaptées, donc avec des données de santé à jour. Et puis, comme bénéfice, clairement, c'est aussi l'intérêt de montrer l'utilité de l'utilisation du DMP. Et là, bah, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui quand même que, même si peut-être que ce n'est pas une majorité, mais on a encore des médecins traitants
qui finalement n'alimentent pas mon espace santé de leurs patients, voire même encore quelques difficultés peut-être un petit peu techniques sur certains établissements sanitaires à bénéficier en fait de l'alimentation, voire même de la consultation tout simplement de mon espace santé. Très souvent en lien avec des problèmes informatiques ou de cartes CPS, etc. Donc ça aussi, c'est l'intérêt, c'est de montrer que si c'est de plus en plus utilisé et que justement, il y a de plus en plus d'intérêt à ce que tout le monde l'utilise, quel que soit le profil des professionnels de santé, du monde du secteur libéral ou institutionnel. Et du coup, nous, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est aussi par rapport aux recommandations peut-être qu'on peut donner à ceux qui sont intéressés pour réaliser des paramétrages comme ça avec leur propre DUI, c'est de rester en fait très simple dans l'utilisation. Il faut que ce soit vraiment très fonctionnel, très facile pour les professionnels. De rester prudent en fait dans les informations qui sont transmises parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger aussi, mais bon, qui avait quand même déjà été pressenti avec des expérimentations en cours sur l'intérêt de donner accès peut-être à la personne de confiance du résident, puisque tous les résidents ne sont pas en capacité d'accéder à mon espace santé. Et puis, petite recommandation aussi, et ça, c'était très intéressant de la part des gériatres et même des médecins urgentistes. Dans les informations à transmettre, il vaut mieux, en fait, dire, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'information plutôt que de laisser une case vide. Ça, c'est en fait le principe du numérique, c'est que très souvent, si on coche, qu'on décoche, peut-être que, par exemple, ce qui était en l'occurrence ciblé, c'était si je coche dans mon paramétrage que je veux les directives anticipées, ok, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y bien y avoir en fait une rubrique directive anticipée. Quand ça reste blanc, c'est embêtant en fait pour le médecin. Il ne sait pas s'il n'y en a pas ou si en fait tout simplement ça n'a pas été rentré. Donc en fait, ce que nous on conseille, c'est quand il n'y en a pas, c'est tout simplement de préciser, pas de directive anticipée. Et ça, c'est une information en fait qui est importante pour le médecin, mais comme finalement dans beaucoup d'autres domaines, il n'y a pas que les directives anticipées. Voilà ce que je pouvais dire en fait de façon très synthétique sur le retour d'expérience. Donc s'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je veux bien y répondre. Merci beaucoup pour ce témoignage sur les travaux que vous avez réalisés et sur ces recommandations aussi à ceux qui peut-être se lancer dans des travaux similaires. Est-ce que ça appelle des réactions, des questions pour M. Perrin? Oui, excusez-moi, je suis l'assurance maladie en Seine-et-Marne. Je suis référente établissement de tout ce qui est médico-social. Et donc, je vais être amenée effectivement à développer mon espace santé dans tous les établissements médico-sociaux, en privilégiant, je pense, en priorité les EHPAD. Et par rapport à… J'avais une question, mais c'est plutôt peut-être plus pour l'ANS ou Madame Decker de mon espace santé, vous disiez que vous aviez eu la possibilité, en cochant une case, de cacher le DLU dans mon espace santé pour que ce ne soit pas accessible à l'assuré. La question, je sais, du coup, ce n'est pas trop au directeur de l'EHPAD, mais savoir si cette durée de cache était limitée dans le temps, savoir si ça se décochait au bout d'un certain temps ou s'il fallait vraiment aller remettre le… La question, voilà, c'est est-ce que du coup, ça nécessite de… Voilà, s'il y a une durée limitée en automatique ou si ça nécessite de décocher la case pour que ça soit de nouveau accessible à l'assuré. Je pensais qu'il y avait une durée dans le temps, mais peut-être que je me trompe. Du coup, je vais peut-être répondre. J'avais l'impression que c'était Séverine qui allait répondre, c'est pour ça. Non, c'est Yesa. Vas-y, on pourra compléter. Ouais, non. En fait, effectivement, donc dans la logique, c'est que l'annonce doit être faite. Donc l'usager, il est notifié 1 mois avant l'annonce des 3 mois pour l'informer qu'un document masqué, invisible, a été ajouté à son profil. Et après les 3 mois, en fait, il est encore notifié pour lui dire que, pour lui faire l'annonce. Donc, je sais qu'au côté DMP, SIDMP,
Donc, il y a une mise en production qui est faite pour novembre. Donc, côté vraiment SIDMP, c'est prêt. Maintenant, la question reste et se pose côté SIMES où justement cette fonctionnalité-là n'est pas encore envisageable de leur côté. Donc voilà, c'est en cours de réflexion pour cet affichage en rendant le document visible doit être mis en place, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Et du coup, je me Donc, permets... c'est aux professionnels de santé de rendre le document visible aux patients. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, je me permets de compléter parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans ce sens sur l'invisibilité d'un document qui n'était pas définitif. Je confirme, hein, ce n'est pas l'ambition. Hein. On a fait un constat où il y avait beaucoup de documents qui étaient stockés, qui n'étaient pas visibles aux usagers. L'idée, c'est quand même que l'ambition de Mon Espace Santé, c'est de donner la main aux patients, aux usagers de leur espace. Donc, et ce n'est pas aussi par rapport à l'application à la loi Kouchner, ça ne correspond pas. Donc, du coup, il y a un travail qui est en cours, comme Liesa l'a évoqué. Il y a eu un Dites-nous tout qui a fait toute une séquence dédiée. C'est celui de début juillet, si je ne me trompe pas, où en fait, on rappelle les évolutions qui vont arriver. Donc là, Liesa vous a parlé de l'évolution technique. Il y a aussi une évolution sur la partie réglementaire, puisqu'il faut faire des modifications au niveau des textes. Et du coup, il faut qu'il y ait un décret qui passe en Conseil d'État. Donc ça, c'est plutôt côté DNS qui sont en train de travailler pour faire ces évolutions-là. Une fois que le décret est passé, il y a toute la partie technique qui va en découler. Et l'idée, c'est que d'ici à la fin d'année, début d'année prochaine, il y ait le mécanisme qu'a évoqué Liesa. Donc, c'est-à-dire, une fois que le document est déposé, s'il n'y a pas eu d'action pour le remettre en visibilité, l'usager reçoit une information comme quoi il y a un document qui a été versé dans son espace. Et s'il n'y a toujours pas eu d'action, donc par exemple, moi je pense côté sanitaire, excusez-moi, mais des annonces suite à une prise en charge autour de la cancérologie, il y a une remise en visibilité qui se fait 3 mois, permettant ainsi aux professionnels de pouvoir organiser ce ton d'annonce. Donc là, il y a donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est information aux patients au bout d'1 mois, sans forcément mettre en visibilité le document, et après 3 mois, la remise en visibilité du document. J'apporte une précision, c'est tous les documents qui ont été stockés par le passé en mode invisible ne seront pas remis en mode visible. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de... excusez-moi, on ne va pas reprendre l'antériorité. Donc, ça sera une action qui devra nécessairement être faite par le professionnel pour les documents qui sont déjà déposés en mode invisible. Je ne sais pas si, du coup, ma réponse permet de compléter celle de Liesa. Pour moi, c'est parfait. Merci. Parfait. De rien. Sinon, il y avait aussi une réaction dans le chat de Madame Rivet. Je ne suis pas sûre de comprendre et ça m'interroge. Ne pensez-vous pas que c'est autant une dérive que la famille ait accès au DMP MES sans en parler aux patients que le fait pour un professionnel de masquer le DLU aux patients, et même si cela, c'est potentiellement la famille qui est derrière. Je ne sais pas trop à qui ça s'adresse. En tout cas, moi, je peux commencer une réponse. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est tout un enjeu d'équilibre ici qu'il faut qu'on arrive à trouver. Il faut réussir et c'est ce que montre aussi l'expérimentation, hein, c'est un des grands apprentissages de l'expérimentation. On s'était dit au démarrage, il faut vraiment pousser tous les documents PPA, enfin projet personnalisé d'accompagnement et DLU dans mon espace santé. Et en fait, on se rend compte que si la famille a accès sans en parler aux patients et que finalement, tous ces documents-là, avec les données qu'elles contiennent, ça peut aussi rompre le lien de confiance entre la famille et les établissements, enfin, et les professionnels qui sont dans les établissements, et engendrer peut-être des incompréhensions. Voilà, il y a des cas et des données assez sensibles qui sont derrière. C'est peut-être pas non plus quelque chose qui est souhaitable. Néanmoins, il faut quand même qu'il y ait des informations nécessaires au suivi médical et à la coordination des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge de la personne. Donc, il faut en tout cas, là, pour l'expérimentation, c'est vraiment un équilibre sur lequel on voudrait travailler en post-expérimentation, se dire finalement, sur ces documents-là, est-ce qu'il n'y a pas des
est-ce qu'il n'y a pas des versions partageables dans le DMP et puis des versions plutôt partageables, mais au sein du logiciel métier de l'établissement, qui n'ont pas vocation à forcément être partagées avec des tiers. Oui, Monsieur Perrin, vous voulez compléter? Oui, alors compléter ou pas, mais c'était juste pour ne pas déformer mon propos. C'est vrai que j'ai évoqué en fait ce cas de l'accès des familles, mais je pense que c'est important aussi de remettre les choses dans la réalité. C'est plutôt des cas particuliers. Hein, c'est pas du tout une généralité aujourd'hui au sein, là pour le coup, du florilège. Ça se passe plutôt globalement très très bien. Mais on a eu un cas, voilà, c'est d'un point de vue numéraire, c'est pas non plus 100%. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre dans la balance. Je pense que globalement, ça se passe très bien, il n'y a pas de difficulté. Et effectivement, la communication avec la famille est bien plus importante que de numériser en fait des dossiers finalement qui sont des dossiers médicaux. Mais on dit juste que en parallèle, puisque c'est une expérimentation nationale, ça peut avoir du sens aussi de continuer à creuser en fait l'intérêt que la personne de confiance qui est également désignée en général à l'entrée ait finalement le droit tout simplement d'accéder en fait à mon espace santé pour que ce soit plus clair. Parce qu'on peut se retrouver aussi parfois dans des situations, et là en l'occurrence c'était un petit peu le cas, avec des conflits au sein des familles, où forcément quand un a accès et l'autre n'a pas accès, ça devient compliqué. Mais voilà, petite précision, c'est quand même loin d'être la généralité, et je pense que le credo, c'est quand même d'alimenter au maximum le dossier et pas de vouloir cacher des choses, il y a pas de souci. Mais en tout cas, c'était intéressant de savoir qu'on avait cette possibilité technique aussi, puisque, comme vous l'avez dit, il y a des données parfois, ou dans le champ de la cancérologie, ou j'aurais été plus moi aussi sur le champ de la psychologie, qui peuvent être quand même des données un petit peu sensibles, si elles étaient délivrées de façon un peu brute au niveau de mon espace santé. Merci beaucoup. Je vois qu'on dépasse un petit peu, donc je vais avancer. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui et puis pour les échanges. Juste quelques minutes supplémentaires pour vous rappeler donc que il faut remplir le template de Rex final en cette fin d'expérimentation. On vous a remis le lien vers le template dans cette slide-là. Il est un petit peu augmenté par rapport à celui que vous avez pu connaître sur le moment Rex intermédiaire, notamment sur la mise en place des usages et sur l'alimentation du DMP. Et il y a également deux autres documents qu'on voulait vous remettre en visibilité, qui sont sur la page Mon espace santé médico-social du site isanté.gouv.fr, le book des REX intermédiaires, donc, qui est un document qui compile l'ensemble des REX intermédiaires qui ont lieu donc sur les 55 pilotes. Donc, si vous voulez un petit peu voir ce qui se passe, qu'est-ce que testent d'autres établissements, n'hésitez pas à aller le consulter. Et il y a également le mémo Mon espace santé, accès à mon espace santé d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, qui est un mémo donc, qui permet de remettre en visibilité les grands textes, tout le contexte juridique par rapport à ces usagers-là et voilà, à quoi ils ont accès en fonction de la mesure de protection qui est appliquée à la personne. Donc là aussi, il y a le lien qu'on a mis dans le slide que vous pourrez aussi consulter. Voilà. Bon. Et c'était tout ce qu'on voulait vous partager pour aujourd'hui. Et voilà, donc pour nous, c'était la dernière demi-heure médico-sociale sur ce Dites-nous tout, puisque l'expérimentation touche à sa fin. Mais il y aura toujours des sujets médico-sociaux qui sont de toute façon rebasculés dans la partie générale dans les prochaines sessions. Donc, merci beaucoup à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.